Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt cessera d'être mondiale pour devenir locale, parce qu'en France, on aura rétabli la monarchie. Alors, dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet douloureux pour les femmes, et donc douloureux aussi pour moi, puisque je suis une femme. Ce sujet, c'est celui, encore une fois, de l'occultation du féminin et de l'humiliation des femmes. Alors, c'est pas dans une perspective misérabiliste que j'en parle, c'est plutôt pour induire une prise de conscience et un changement chez les femmes. Alors, est-ce que chez les hommes, il y a besoin qu'il y ait une prise de conscience et un changement ? Je pense que s'il y a prise de conscience chez les hommes et changement, ça sera parce qu'il y aura eu prise de conscience et changement chez les femmes. C'est-à-dire, j'ai tendance à penser que celles qui doivent induire le changement, c'est les femmes. En tant que femme, quand on arrive dans ce monde, on découvre plus ou moins vite, ça dépend de la situation familiale, etc., mais on découvre que nous les femmes, on n'est pas considérées au même titre que les hommes comme la moitié de l'humanité. Même si objectivement on l'est, la moitié de l'humanité, on n'est pas considéré comme tel. Alors après, cette prise de conscience, elle va prendre différents visages, elle sera plus ou moins violente ou douce, etc. Bon, pour vous parler de moi, je viens d'une famille où justement c'est un peu le contraire, c'est-à-dire c'est plutôt les femmes que les hommes qui ont le pouvoir. Que ce soit dans mon univers familial, c'est plutôt comme ça. Donc c'est plutôt l'inverse du climat général. Mais même si au niveau familial, je voyais plutôt des femmes puissantes, après forcément, en vivant dans la société quand même aussi, j'ai été confrontée à des discours qui infériorisaient, rabaissaient les femmes. Donc, comme je vous disais dans une précédente vidéo, j'ai suivi un cours sur la femme fatale, cette femme qu'ils disent fatale. Un livre, c'était aussi un livre d'ailleurs. Enfin, notre prof avait aussi écrit un bouquin sur le sujet. Et donc, il y avait un gros dossier de textes qu'il fallait lire, ou en tout cas qu'on pouvait lire. Et moi, je les ai tous lus. Et en fait, c'était des textes pas très connus, d'écrivains de la fin du 19e siècle, qui étaient mais d'une agressivité et d'une haine incroyable vis-à-vis des femmes. Il y en avait un, par exemple, je ne sais plus si c'est Schopenhauer ou un autre, qui a affirmé que quand il voyait une femme qui résonne, pour lui c'était comme s'il voyait sur un singe se tenant sur deux pattes. Il y en avait un autre qui expliquait que la femme avait le cerveau complètement drainé de son sang par les règles, parce que il croyait que quand une femme avait ses règles, elle perdait genre 5 ou 6 litres de sang. Et donc il s'imaginait que en fait la femme ne pouvait pas réfléchir correctement parce qu'elle n'avait pas assez de sang au cerveau, quoi. Donc il y avait plein de considérations, soit complètement délirantes, soit très haineuses, soit les deux, qui m'ont choquée. Et en fait, petit à petit, entre ça et d'autres trucs, j'ai pris conscience que finalement, être une femme, c'était pas être totalement un être humain. C'est-à-dire que si on voulait passer vraiment pour un être humain, il fallait d'une certaine manière se déguiser en homme. Alors pour moi, c'est une prise de conscience qui a eu un rapport avec l'écriture, puisque j'ai toujours, quasiment toujours, enfin en tout cas ça remonte à très très loin dans mon passé, j'ai toujours eu envie d'être écrivain et d'écrire. Et j'ai commencé à me dire, très jeune, que peut-être il valait mieux que j'écrive avec un pseudonyme masculin. Comme l'a fait George Sand. George Sand, elle s'appelle George Sand, alors que son vrai nom c'est Aurore. Aurore, et son nom de famille, elle en a eu plusieurs puisqu'elle était mariée. Aurore Dupin au départ. Et donc elle a pris un nom d'homme pour que ses romans passent, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils passent les filtres de l'éditeur, etc., qu'ils soient acceptés par les lecteurs et pris au sérieux. Et ça a marché. Bon, après, elle n'a pas caché son identité féminine par la suite. Mais bon, elle s'habillait quand même en homme régulièrement, elle fumait le cigare, etc. Donc elle a accepté, ou... Enfin, je sais pas si on peut dire qu'elle a accepté, ou... En tout cas, sur une ambiguïté
Pas du tout une ambiguïté de sa personnalité profonde, c'était vraiment une femme, George Sand, c'est-à-dire elle avait une personnalité très féminine, et très forte aussi, mais pour pouvoir vivre pleinement sa vie, je dirais pas qu'elle a été obligée, puisque c'était un choix, mais elle a choisi, elle n'avait pas trop d'autres solutions, que de temps en temps incarner un homme. Incarner un homme au sens où elle s'habillait en homme, elle fumait le cigare, donc comme je vous disais, et puis tous ses amis, hommes, l'appelaient Georges. Donc bon, c'est quand même pas super féminin, Georges, comme prénom. Alors, pourquoi je dis tout ça? C'est que on intériorise très tôt, nous, les femmes, que pour être un être humain à part entière, il faut se présenter comme un homme. Or, Dieu a créé l'homme et la femme. L'espèce humaine, pour exister, a besoin des deux polarités. Et en réalité, pour Dieu, il n'y a pas une polarité qui est meilleure que l'autre ou qui est supérieure à l'autre. Dieu ne préfère pas les hommes aux femmes. Et il ne préfère pas les femmes aux hommes. Dieu aime les deux sexes. Il a créé les deux, il aime les deux. Et les deux ont besoin l'un de l'autre. Donc, rationnellement, au niveau vraiment purement rationnel, logique, on n'a aucune raison en tant que femme de se sentir infériorisée, d'accepter d'être mis au rencard, mis caché dans les coulisses, etc. Mais comme il y a tout un égrégore, certainement très puissant, qui nous persuade, nous convainc par rapport à l'histoire, au passé, etc., que en tant que femme, on n'est pas totalement et pleinement des êtres humains et que donc on doit se déguiser d'une certaine manière ou faire semblant d'une certaine manière d'être des hommes pour être pris au sérieux, il y en a, c'est ce qu'elles font. Et il y en a aussi qui vont se réfugier dans une identité caricaturalement féminine, où elles vont miser tout sur des choses qui sont culturellement considérées comme féminines. Je sais pas, moi par exemple, les youtubeuses de chaînes de beauté, elles s'assument en tant que femmes, mais en même temps, elles ne s'assument pas justement en tant qu'être humain pensant, ayant des opinions sur le monde, par exemple. Donc, elles se laissent cantonner dans quelque chose qui est finalement une amputation de leur identité. Elles sont coincées dans un coin, quoi. Et il y en a d'autres, comme moi j'ai pu être tentée de le faire, ou comme George Sand a dû le faire à certains moments, qui pour obtenir finalement aux yeux des autres toute leur humanité, c'est-à-dire pour vraiment jouer leur rôle, se retrouvent obligés de faire semblant d'être des hommes à un certain niveau, quoi. D'ailleurs, dans les romans de George Sand, c'est un thème récurrent. Il y a des personnages de femmes qui jouent le rôle d'hommes, et parce qu'elles n'ont pas vraiment le choix, ou parce que voilà, il y a des circonstances telles, et elles se retrouvent à devoir jouer ce rôle-là. Mais actuellement, on est dans quelle période? On est à la fin des temps. On est au moment de l'Apocalypse, mot qui signifie dévoilement. Il est temps, et il est important, que les femmes s'assument pleinement en tant que femmes. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que le besoin de justice qu'on a, nous les femmes, je parle des croyantes, là, je ne dis pas que toutes les femmes ont un grand besoin de justice, je parle des croyantes. Donc nous les croyantes, on a un besoin de justice. On a une envie de rétablir les choses à leur juste place et de combattre le mal, etc. Enfin, on a ce besoin de justice. Mais ce besoin de justice, il est important qu'on l'applique aussi à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'accorde à nous-mêmes, en tant que femmes, notre juste place. Si on a fait quelque chose, on l'assume. Et on ne se laisse pas dépouiller, déposséder, par faiblesse, par amour, etc. On ne se laisse pas confisquer sa parole par un homme qu'on aime, par exemple. Donc là, je vais revenir sur mon histoire avec Mamar. Mamar, dans les premiers temps, je l'aimais d'une façon, on va dire, classique, comme un peu une groupie peut aimer son gourou. Donc je partageais ses vidéos, bien sûr, lui ne partageait pas les miennes. J'aurais aimé l'aider à améliorer ses livres, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. J'ai réécrit un petit peu et amélioré le style de deux de ses livres, je crois.
Je crois qu'il y en a eu 2. Je ne sais pas si au final il a gardé les améliorations ou pas, mais enfin, j'avais passé du temps sur ça. C'est moi qui lui avais proposé, hein. C'était pas lui qui m'a forcé du tout. C'est vraiment venu de moi. Parce que j'avais envie de l'aider. De l'aider à améliorer son image, de l'aider à réussir dans la vie. Et il y a beaucoup de femmes, quand elles aiment un homme, elles ont cette pulsion naturelle, hein, normale, d'aider cet homme, de l'aider à réussir, de l'aider à briller. Et entre ça, cet effet de l'amour, et tous les messages négatifs, infériorisants et invisibilisants qu'on a reçus en tant que femme par rapport à notre identité de femme, on est poussé comme par une espèce de... On est poussé par une force qui vient du passé et qui n'est pas bonne, hein, à accepter ou à nous mettre nous-mêmes entre parenthèses pour faire briller tel ou tel mec. Mais si on veut que le monde change, nous devons aussi changer. Dieu l'a dit, hein, je ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il n'a pas changé ce qui est en lui-même. Les femmes de la fin des temps, les croyantes de la fin des temps, qui veulent que le monde change, doivent changer elles aussi et avoir un autre rapport à elles-mêmes, à la féminité, à la masculinité et aux hommes. On doit être plus juste vis-à-vis de nous. De la même façon qu'on veut de la justice pour le monde, on doit être plus juste vis-à-vis de nous. Et je le répète parce que je trouve que c'est une phrase qui dit bien, qui dit beaucoup de choses en peu de mots. On doit apprendre à rendre à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre. On doit se rendre justice à nous. Ne pas accepter, par amour, d'être minimisé, dévalorisé, ou de voir son travail confisqué et usurpé par quelqu'un d'autre. On a tous une place à prendre. Il ne faut pas attendre qu'on nous donne la parole. Il ne faut pas attendre qu'on nous donne le droit de ceci ou de cela. On doit le prendre, mais le prendre calmement, parce qu'on sait qu'il nous revient. Il y a une forme de pouvoir que Dieu a réservé à des femmes. On doit comprendre qu'on a des trônes à occuper, on a des places de pouvoir à occuper, mais ça commence à l'intérieur de nous. À nous de nous rendre à nous-mêmes justice et sans agressivité vis-à-vis des hommes qui ont des batailles aussi à mener et qui ont des difficultés, etc., et qui doivent eux aussi se réconcilier avec leur propre masculinité dans toutes ses dimensions. La dimension réellement protectrice. Parce que là, la masculinité, on en voit surtout le côté paternaliste au mauvais sens du terme. La dimension protectrice, la volonté de protéger les femmes. Est-ce que vraiment les hommes actuellement, ils l'incarnent, ils la vivent? Moi, j'ai pas l'impression. Il y a des exceptions, certainement. Hein. Mais au niveau collectif, moi j'ai l'impression qu'ils sont déconnectés de leur virilité et ils ne sont pas capables d'occuper leur vraie place. Mais on ne doit pas se plaindre parce que c'est à chaque être humain, homme ou femme, de faire le travail intérieur qui va le mener à la paix et à la justice. On ne peut pas espérer faire régner la justice dans le monde si on n'est pas capable, nous, déjà, de nous respecter suffisamment, de nous aimer suffisamment et d'aimer la justice et la vérité suffisamment pour dire « ceci est ma place, j'ai fait ça, ça et ça, et personne ne viendra me voler mon travail. » Alors ça reste un peu vague ce que je dis, mais je pense que ça peut faire écho quand même à beaucoup de choses en chacun de nous et surtout en chacune de nous. Les soins énergétiques qui sont faits par différents énergéticiens visent souvent un rééquilibrage entre le masculin et le féminin. Effectivement, c'est très important, parce que Dieu il a créé le yin et le yang, et tant qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, il y a un souci, il y a un problème, et c'est le monde entier qui est déséquilibré. Pour rééquilibrer ces polarités,
c'est pas par des actes dans le monde concret qu'on va le faire, ce rééquilibrage. C'est, en tout cas pas en premier. En premier, c'est en nous-mêmes qu'on fait le rééquilibrage. Qu'on rééquilibre le masculin et le féminin. Et pour cela, pour les rééquilibrer, on a besoin de redonner sa vraie place au féminin et aux femmes. Donc il y a une solidarité féminine à développer. Et c'est pas de l'hostilité vis-à-vis des hommes, parce que les hommes, on les aime, on en a besoin, ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Ils ont tout un côté rayonnant et un type d'énergie irremplaçable. La virilité, c'est beau, comme la féminité, c'est beau. Et d'ailleurs, je sais plus quel... chez Chesterton, un philosophe chrétien anglais, qui a dit quelque chose de très fort. Il a dit j'aime ce qui est pleinement soi-même, l'encre qui est vraiment de l'encre, etc. Et il a dit aussi quand je vois un homme qui est vraiment un homme, je suis en admiration. Et pareil, quand je vois une femme qui est vraiment une femme. C'est-à-dire qu'en fait, coïncider avec son identité sexuelle, être vraiment pleinement qui on est, c'est monter son niveau spirituel. C'est une façon de gravir l'escalier. Les hommes ont besoin de se reconnecter à leur virilité, à tous les instincts chevaleresques qu'ils ont en eux, à cette force qui est liée à la volonté de protéger les femmes. Mais on ne peut pas le faire à leur place, ce travail-là. Nous, ce qu'on peut faire, c'est nous reconnecter à notre féminité et à toute cette dignité et cette force qui ont été blessées par des siècles d'humiliation. Donc en fait, c'est à nous, individuellement, en nous-mêmes, dans notre âme, en fait, c'est un travail interne, de nous reconnecter à l'amour de la justice pour l'appliquer à nous-mêmes, et pas seulement aux autres. Et pas seulement pour chercher à faire la justice par rapport au monde extérieur, mais à nous-mêmes et à notre propre cas. On ne peut pas vouloir faire régner la justice tant que soi-même on accepte une place inférieure à celle qui nous revient de droit divin. Dieu nous a donné une bonne place, mais c'est à nous de la reprendre, parce qu'on l'a perdue, de la défendre, de la protéger, de l'occuper pleinement, sans nous laisser persuader par des sophismes ou par des tentatives d'intimidation de la lâcher. Parce que la place que les femmes doivent occuper, les hommes ne pourront jamais l'occuper aussi bien. C'est-à-dire chacun a, dans le plan de Dieu, chacun a une place à occuper. Si vous vous laissez convaincre de ne pas occuper la vôtre, il n'y a pas quelqu'un de plus compétent qui va occuper la vôtre. C'est comme des chaussures. Il y a des chaussures qui sont à votre taille, à la forme exacte de votre pied. Si vous renoncez à les mettre parce qu'on vous dit non, ne les mets pas, elles sont trop bien pour toi, il n'y a personne qui va mettre vos chaussures et faire ce que vous pourriez faire avec ces chaussures au pied. Donc le pouvoir, c'est à nous de nous reconnecter avec, et avec le pouvoir que Dieu nous a réservé à nous, les femmes. Je sais, c'est un peu vague, mais je pense quand même que c'est extrêmement important. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.